Les montagnes blanches. Premier tome de la trilogie des tripodes de John Christopher. Traduit de l'anglais par Michel Postlaniec. Chapitre 10. Les montagnes blanches. Beanpole a dit: « Je ne sais pas s'il a pu prévenir les autres avant de mourir, mais je crois que nous ferions mieux de ne pas rester ici. » Henry et moi avons aussitôt acquiescé. Pour ma part, même si je savais qu'il était mort, j'éprouvais encore une crainte irraisonnée. J'avais une vision de lui nous renversant, nous écrasant sous son poids prodigieux. J'avais hâte de m'éloigner. « S'il en vient d'autres, » a dit Beanpole, « ils fouilleront les alentours. Plus loin nous serons, mieux ce sera. » Nous avons gravi la pente en courant. Nous avons couru à perdre haleine, le cœur battant follement, les muscles des jambes au bord des crampes. Et nous avons encore continué d'avancer. Mon bras me faisait très mal, mais après un certain temps, je le sentais moins que les autres douleurs. J'ai fait une chute et j'ai éprouvé un plaisir exquis à rester par terre, essoufflé mais immobile, la face contre l'herbe et la terre poudreuse. Les autres m'ont aidé à me relever, mais j'en fus à la fois fâché et reconnaissant. Il nous a fallu environ une demi-heure pour atteindre le sommet. Beanpole s'est alors arrêté et nous aussi. Je crois que je n'aurais pas pu continuer de toute façon avant de tomber encore. Et cette fois, aucune aide n'aurait pu me remettre debout. J'ai respiré profondément, ce qui m'a fait mal, mais il le fallait. L'oppression dans ma poitrine s'est progressivement atténuée et j'ai pu reprendre une respiration normale. J'ai regardé la longue côte que nous avions grimpée. L'obscurité tombait, mais je voyais toujours le tripode. Était-ce vraiment possible que je l'aie tué? Je commençais à apprécier l'énormité de ce que j'avais fait, pas tant avec orgueil qu'avec étonnement. Ces maîtres incontestés et invincibles de la terre, ma main droite avait porté un coup mortel à l'un d'eux. Je crois avoir compris ce que David avait éprouvé en voyant Goliath basculer dans la poussière de la vallée d'Ella. Beanpole a dit: « Regardez !» Sa voix, habituellement peu expressive, était affolée cette fois. « Où ?»« À l'ouest. » Il montra du doigt. Au loin, quelque chose bougeait. Une forme horriblement familière montait au-dessus de l'horizon, suivie d'une seconde, puis d'une troisième. Ils étaient encore loin, mais les tripodes arrivaient. Nous sommes repartis en courant, dévalant l'autre versant de la colline. Nous les avons perdus de vue aussitôt. Mais c'était une piètre consolation, sachant qu'ils étaient dans la vallée voisine, et à quel point notre vitesse était faible en comparaison de la leur. J'espérais qu'ils s'attarderaient un peu près du tripode mort, mais j'en doutais. Chercher à se venger de sa destruction serait plus probablement leur souci immédiat. J'ai trébuché sur une grosse bosse du terrain et failli tomber. Heureusement, il faisait de plus en plus sombre. À moins qu'il n'ait des yeux de chat, cela nous donnait quelques petites chances de plus. Et nous avions besoin de toute l'aide possible. Il paraissait n'y avoir pas plus d'abri dans cette vallée que dans l'autre. Moins, parce que, sans même parler de fourrés, je ne voyais pas un seul buisson. Ce n'était que de l'herbe rêche avec des affleurements de pierres. Nous nous sommes reposés, adossés à l'un d'eux, quand l'épuisement a eu raison de nous. Les étoiles étaient présentes, mais pas la lune. Elle ne se montrerait pas d'ici plusieurs heures. J'en étais très content. Pas de lune, mais au-dessus de la crête, une lumière dans le ciel, une lumière qui bougeait en changeant de forme. Plusieurs lumières. J'ai attiré l'attention de Beanpole sur ce phénomène. Il m'a dit: « Oui, j'ai vu. »« Les tripodes ?»« Quoi d'autre ?» La lumière devint un rayon, s'élançant dans le ciel comme des bras. Ils raccourcirent, et l'un d'eux poignarda le ciel, redescendant ensuite en arc au lieu de monter. Je ne voyais pas ce qui était derrière le rayon, mais c'était facile à imaginer. Les tripodes avaient franchi la crête. Les rayons lumineux provenaient des hémisphères et éclairaient leur chemin. Les tripodes étaient espacés d'environ une centaine de mètres, et les rayons lumineux balayaient le sol devant et entre eux. Ils se déplaçaient plus lentement que les tripodes que j'avais déjà vus, mais même ainsi, ils allaient plus vite que nous, et ils étaient, autant que nous pouvions en juger, infatigables. Il ne se produisait aucun bruit, hormis le martèlement sourd de leurs pieds
et d'une certaine façon c'était plus effrayant que le hurlement de l'autre tripode. Nous courions, nous nous reposions, puis courions encore. Plutôt que supporter l'effort supplémentaire de gravir le versant opposé, nous avons suivi la vallée vers l'ouest. Dans l'obscurité, nous trébuchions sur le sol accidenté et nos chutes nous couvraient de meurtrissures. Derrière nous, la lumière suivait implacablement. Lors d'une pause, nous vîmes que les tripodes s'étaient séparés, l'un allant de l'autre côté de la vallée, un autre se dirigeant vers l'est, mais le troisième venait dans notre direction et gagnait du terrain. Nous entendîmes le bruit d'un ruisseau, et sur proposition de Beanpole, nous nous sommes dirigés vers lui. Puisque les trois tripodes cherchaient dans des directions différentes, il semblait peu probable qu'ils suivent une odeur, mais il y avait un risque qu'ils le fassent, ou qu'ils suivent nos traces dans l'herbe, et là où la terre était molle. Nous sommes entrés dans le ruisseau et avons continué ainsi. Il n'avait que quelques dizaines de centimètres de large, fort peu de profondeur et un fond de galets plat. Les belles bottes de cuir qui m'avaient été faites par le cordonnier du château ne seraient pas améliorées par ce séjour dans l'eau, mais j'avais plus urgent à penser. Nous nous sommes arrêtés. Le ruisseau nous mouillait jusqu'à mi-mollet. J'ai dit « Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il va nous reprendre d'ici un quart d'heure. » Henry dit « Que pouvons-nous faire d'autre? Il n'y a qu'un tripode. Sa lumière ne balaye que le fond de la vallée et peut-être un peu les côtés. Si nous essayions de grimper, il pourrait passer sans nous voir et nous manquer. Ou bien nous suivre à la trace. Nous devons prendre le risque. Nous n'avons aucune chance de cette façon. » Il ne répondit rien. « Qu'en penses-tu, Beanpole ?»« Moi, dit-il, je crois qu'il est déjà trop tard. Regardez !» Dans la vallée, une lumière s'intensifiait, et alors que je la regardais, elle s'est muée en un rayon. Nous l'avons observée en silence et avec désespoir. Puis une autre lumière est apparue au-dessus de la crête que j'avais proposé d'escalader. Elle s'est tordue en l'air, puis arquée vers le bas, et il y avait d'autres lueurs moins distinctes au-dessus du versant opposé. Il n'était plus question d'un seul tripode nous rattrapant impitoyablement. Ils étaient en nombre et nous encerclaient. « Faut-il nous séparer ?» proposa Henry. « Nous aurions peut-être plus de chance qu'ensemble. » Je dis « Non, autant, c'est-à-dire aucune. »« Je crois que je vais essayer, » dit Henry. « Comme c'est parti, une fois qu'ils en ont repéré un, ils nous ont tous. » Beanpole dit « Attends. Quoi, dans quelques minutes, il sera trop tard. Ce rocher, là-bas !» La visibilité était meilleure à cause de la lumière diffusée par les tripodes. Nous pouvions nous voir comme par un léger clair de lune, ainsi qu'une partie de notre environnement. Beanpole montrait le ruisseau en aval. À quelques mètres dans la pénombre, il y avait une saillie rocheuse aussi haute qu'un homme. « Ça peut nous offrir un abri, » dit Beanpole. J'en doutais. Nous pourrions nous aplatir contre, mais les rayons nous trouveraient quand même. Mais je n'avais rien de mieux à proposer. Beanpole descendit le courant et nous le suivîmes. Le cours d'eau longeait le rocher qui lui avait fait légèrement dévier sa route. Le récif mesurait une dizaine de mètres. Sa partie supérieure était lisse et plate et retombait en pente douce sans fournir la moindre protection. Mais à la base... Autrefois, le ruisseau avait dû être plus large et plus tumultueux qu'alors, et sa violence avait emporté une partie de la roche à la base. Nous nous sommes baissés pour explorer l'excavation avec nos mains. À son maximum, elle ne faisait pas plus d'une 60aine de centimètres de hauteur et à peu près autant de profondeur. Mais elle semblait courir tout le long du rocher. Deux autres rayons apparurent sur l'escarpement nord de la vallée, et l'un d'eux était loin devant, ce qui éclairait dangereusement près de l'endroit où nous nous tenions. Il n'y avait pas de temps à perdre. Nous nous sommes enfoncés dans l'excavation à la queue leu-leu, Beanpole, Henry et enfin moi. Mon bras droit était contre le roc, mais mon côté gauche me semblait terriblement exposé. J'ai essayé de m'enfoncer davantage, même si ça me faisait mal au bras. Si je soulevais à peine la tête, mon front touchait la pierre. Le bruit de ma respiration me semblait fort dans ce logement étroit. Beanpole murmura « On ne parle pas. Il faut rester tranquille. Pendant 1 heure peut-être. » J'ai vu le paysage s'éclairer tandis que les tripodes approchaient, entendu le martèlement de plus en plus fort de leurs pieds. Finalement, j'ai vu la lumière se réfléchir à la surface de l'eau en amont. Puis, juste devant mon visage, la nuit est devenue jour. J'ai vu les petites pierres, les brins d'herbe, un insecte immobilisé soudain, et tout cela avec une clarté terrible. Et le sol a tremblé sous le pied d'un tripode planté à quelques mètres seulement de nous. Je me suis tapi contre le rocher. L'heure allait être longue. Elle fut longue, effectivement. Toute la nuit,
Les rayons lumineux ont dansé sur les collines, allant et venant, zébrant sans arrêt le sol. L'aube s'est enfin levée, mais la chasse ne s'est pas arrêtée. Les tripodes effectuaient des allers et retours continuels. En admettant que ce soit les mêmes qui passaient au-dessus de nous sans arrêt, il devait quand même y en avoir des douzaines. Mais ils ne nous ont pas vus, et au fur et à mesure que les heures s'écoulaient, nous finissions par nous persuader qu'ils ne nous trouveraient pas. Même en plein jour, notre cachette devait être invisible d'en haut. Raison de plus pour ne pas la quitter. Nous étions de plus en plus mal à l'aise et affamés, douleur en prime dans mon cas. Mon bras s'est mis à me torturer. Il y avait des moments où je me mordais la lèvre au point de la faire saigner, et j'ai senti les larmes monter puis couler sur mes joues. Vers midi, la chasse a perdu de son intensité. Il y avait des périodes de 5 et même 10 minutes où nous osions sortir pour étirer nos jambes, mais ça se terminait toujours par le retour d'un tripode à l'horizon, et quelquefois par celui d'une troupe entière martelant la vallée. Nous ne pouvions pas nous éloigner de l'excavation, il n'y avait pas d'autre abri. Le jour se changea en crépuscule et le crépuscule en nuit, et les rayons de lumière revinrent. Il n'y en avait pas autant qu'avant, mais ils nous laissaient sans répit par leur présence dans la vallée ou en éclairant le ciel en haut des pentes. De temps à autre, ma somnolence devenait sommeil, mais jamais pour longtemps. La proximité du roc directement au-dessus de mon visage était étouffante. J'avais froid et très mal. Mon bras était brûlant et la douleur lancinante. Je me suis réveillé une fois en poussant des gémissements. Sûrement qu'il partirait à l'aurore. J'observais le ciel, guettant le premier soupçon de clarté naturelle qui arriva enfin. Une aube grise et voilée. Nous sommes sortis en observant les alentours. Il n'y avait plus de rayons lumineux depuis plus d'une demi-heure, mais 5 minutes plus tard, nous avons dû courir nous cacher, car un tripode rôdait encore dans la vallée. Cela continua ainsi toute la matinée et tard dans l'après-midi. J'étais trop malheureux, hébété par la faim et la souffrance, pour me préoccuper d'autre chose que d'endurer chaque minute, et je ne crois pas que les autres aient été en meilleur état. Quand, vers le soir, une longue période sans tripode a fait penser que la chasse pouvait être enfin terminée, nous avons eu de la peine à l'admettre. Nous sommes sortis de la cachette, mais pendant au moins 2 heures, nous sommes restés assis tout près du ruisseau, attentifs au moindre signe de leur retour. L'obscurité tombait quand nous avons décidé de continuer, et c'était la preuve de notre détresse et de notre confusion. Nous étions affaiblis par la faim et totalement épuisés. 2 ou 3 kilomètres plus loin, nous nous sommes effondrés et nous avons dormi toute la nuit à découvert, sans un endroit pour nous cacher si les tripodes revenaient. Mais ils ne sont pas revenus, et l'aube nous a livré une vallée vide, flanquée de collines silencieuses. Les jours suivants furent difficiles. Pour moi surtout parce que mon bras s'était infecté. À la fin, Beanpole l'a rouvert et je dois dire que j'ai été moins stoïque que la première fois et que j'ai hurlé de douleur. Ensuite, Beanpole a mis des herbes cicatrisantes sur la blessure en les maintenant par un bandage fait avec le pan de ma chemise, et Henry a reconnu que cela avait dû être très douloureux. Il aurait crié bien davantage. Sa gentillesse m'a fait plaisir plus que je ne l'aurais cru. Nous avons trouvé des baies et quelques racines, mais nous avions tout le temps faim, et nous grelottions dans nos vêtements légers, surtout la nuit. Le temps avait changé. Il y avait beaucoup de nuages et un vent froid venant du sud. Nous gagnions de l'altitude, et il aurait dû être possible de voir les montagnes blanches, mais il n'y avait rien d'apparent, seulement un horizon gris et vide. Par moments, j'avais l'impression que ce que nous avions vu précédemment avait été un mirage plutôt que la réalité. Puis nous sommes redescendus dans la plaine. Il y avait une étendue d'eau si immense que nous ne pouvions en voir le bout, le grand lac de la carte. La campagne était riche et fertile. Nous pouvions trouver davantage de nourriture. Notre faim étant satisfaite, notre morale a commencé à remonter. Les herbes de Beanpole m'avaient réussi. Mon bras cicatrisait bien. Un matin, après une bonne nuit dans le foin d'une grange, nous nous sommes réveillés pour découvrir un ciel redevenu bleu et toutes choses brillantes et gaies. Il y avait des collines qui bordaient la plaine au sud, et au-delà, splendides et paraissant si proches qu'on aurait cru pouvoir les toucher en allongeant le bras, les crêtes enneigées des montagnes blanches.
Bien sûr, elle n'était pas aussi proche qu'elle le paraissait. Il y avait encore des kilomètres de plaine, et puis les contreforts. Mais au moins nous les voyions, et nous sommes repartis le cœur léger. Nous marchions depuis 1 heure. Henry et moi plaisantions à propos de l'énorme bouilloire à vapeur de Beanpole quand il nous a interrompus. J'ai cru que les blagues l'agaçaient, mais ensuite j'ai senti, comme lui, la terre trembler sous nos pieds. Il venait du nord-est, à gauche, derrière nous, 2 tripodes qui se déplaçaient vite dans notre direction. J'ai regardé autour de moi désespérément, mais en sachant ce que je verrais. Le pays était vert et plat, pas un arbre, pas un rocher, pas une haie ni un fossé, et la ferme la plus proche était à 800 mètres. Henry dit « Est-ce qu'on essaie de se sauver ?»« Où ?» demanda Beanpole. « Inutile. » Il parlait d'une voix blanche. S'il reconnaissait que c'était désespéré, me suis-je dit, c'est que ça l'était vraiment. Dans 1 minute ou 2, il serait sur nous. J'ai tourné la tête vers les blancheurs brillantes et crénelées. Être allé si loin, avoir tant enduré et perdre si près du but, c'était injuste. La terre fut secouée plus violemment. Ils étaient une centaine de mètres, une cinquantaine de mètres. Ils marchaient côte à côte, et leurs tentacules faisaient d'étranges choses. Ils se touchaient, puis s'écartaient en décrivant des motifs compliqués dans les airs, et quelque chose se déplaçait entre eux, et au-dessus d'eux, quelque chose qui étincelait dans la lumière en allant et venant contre le bleu du ciel. Ils étaient sur nous. J'attendis qu'un tentacule me saisisse, et j'étais moins sous l'emprise de la peur que d'une inutile colère. Un grand pied s'est abattu à quelques mètres de nous, puis ils sont passés et se sont éloignés. J'ai cru que mes jambes allaient me lâcher. Beanpole a dit, étonné. « Ils ne nous ont pas vus, parce qu'ils étaient trop accaparés l'un par l'autre. Quelques rites d'accouplement peut-être, mais ce sont des machines. Alors, c'est une énigme à laquelle j'aimerais pouvoir répondre. » Libre à lui, ai-je pensé, de chercher énigmes et réponses. Je ne sentais plus que la faiblesse consécutive au soulagement. Un long voyage, difficile et dangereux, m'avait dit Ozymandias. Effectivement. Et une vie dure au bout. Il avait raison pour cela aussi. Nous ne connaissons rien qui ressemble au luxe, et n'en voudrions pas si nous le pouvions. Esprit et corps doivent être gardés en bon état pour les tâches qui nous attendent. Mais il y a des merveilles dont notre nouveau pays est la plus étonnante. Nous ne vivons pas seulement dans les montagnes blanches, mais à l'intérieur. Car les anciens ont construit un chemin de fer ici aussi, 10 kilomètres de long, s'élevant de 2 kilomètres dans un tunnel taillé à même le roc. Pourquoi cela? Dans quel noble but? Nous ne le savons pas. Mais maintenant, avec les autres tunnels qui s'enfoncent dans le sein de la montagne, cela nous fait une forteresse. Même quand nous y sommes arrivés en été, il y avait de la neige et de la glace à l'entrée du tunnel principal, et à sa sortie, il donnait sur une rivière de glace progressant lentement entre les pics gelés pour se perdre au loin. Mais à l'intérieur de la montagne, l'air est seulement frais, protégé que nous sommes par les épaisses couches de roc. Il y a des places d'observation à flanc de montagne où on peut découvrir le paysage. J'y vais quelquefois, et je contemple la vallée verte baignée de soleil tout en bas. Je vois les villages, les champs minuscules, les routes, les bovins gros comme des têtes d'épingle. La vie semble douce et facile là-bas, comparée à la dureté du roc et de la glace qui nous entourent. Mais je n'envie pas les habitants de la vallée, car ce n'est pas tout à fait vrai de dire que nous ne possédons aucune richesse. Nous en possédons 2, la liberté et l'espoir. Nous vivons avec des gens dont le cerveau est leur, qui n'acceptent pas la domination des tripodes, et qui, ayant attendu patiemment assez longtemps, se préparent maintenant à faire la guerre. Nos chefs tiennent conseil, mais nous sommes de nouveaux arrivants et encore des gamins. Nous ne pouvons pas espérer connaître leurs plans, ni même notre propre rôle. Mais nous en aurons un, c'est certain. Et une autre chose est certaine aussi. À la fin, nous détruirons les tripodes, et les hommes libres profiteront des richesses de la terre. Fin du premier livre. C'était Les Montagnes Blanches, tome 1,
de la trilogie des tripodes de John Christopher. Chapitre 10. Les montagnes blanches. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.